Passons maintenant à la quatrième sous-partie du domaine du langage. C'est le langage oral. Le langage oral dans la classe est extrêmement présent, mais contrairement à un système traditionnel où c'est l'adulte qui va beaucoup parler et où les enfants vont beaucoup écouter, contrairement à ce que je fais là maintenant, le but c'est que les enfants parlent un maximum. Comment maîtriser une langue si on ne la parle pas? Comment maîtriser les compétences attendues de l'éducation nationale en débat, échange, exposé si on ne parle jamais devant la classe, à ses copains, dans un groupe, à ses camarades. Donc, le langage oral, évidemment, on ne force jamais un enfant à parler devant tout le monde, à se mettre debout pour déclamer un texte ou réciter une poésie. En revanche, on encourage vraiment la coopération, ce qui répond aux besoins des enfants du second plan, de coopérer, de travailler ensemble, le besoin social en fait. C'est un âge où les enfants sont stimulés par le fait d'être ensemble et ils vont se surpasser, vont aller bien plus loin en étant ensemble. Alors qu'au premier plan de développement, ils sont contents d'être ensemble, ils vont jouer un petit peu ensemble, mais ils sont encore hyper centrés sur leur construction propre en tant qu'individu et donc être beaucoup plus concentrés quand ils sont tout seuls et ils vont faire leur petit atelier à leur table. Dans une classe de maternelle Montessori, on va avoir surtout des tables individuelles, alors que dans une classe de maternelle d'élémentaire Montessori, on va avoir quasiment que des tables collectives. Il y a la possibilité pour un enfant qui en aurait envie de s'isoler, bien entendu, mais on encourage vraiment le travail collectif de coopération. Ça développe énormément de compétences sociales indispensables pour bien vivre dans la société et construire une société beaucoup plus pacifiée et plus altruiste. Donc les activités de langage oral, ça va être d'une part tout ce qui est conversation, donc on a énormément de temps de regroupement où on discute ensemble de sujets qui concernent la classe, de sujets qui concernent un groupe d'enfants, de sujets qui concernent des conflits ou des célébrations qu'on a à faire dans la classe, des accomplissements. Euh, des... On va aussi mettre en place permettre aux enfants de pouvoir proposer des exposés oraux, toujours pareil à ceux qui en ont envie. Donc là, ça nécessite de savoir synthétiser sa pensée, de savoir de bien maîtriser son sujet, de bien aussi de savoir comment placer sa voix, comment regarder son public, etc. Et donc ça, c'est des choses qui se font de façon empirique en fait. Ils essayent et puis après on se dit bon bah voilà ton exposé, super, comment tu penses que tu pourrais faire en sorte de capter encore mieux l'attention des enfants qui à la fin t'écoutaient plus trop? Ben peut-être en parlant un peu moins derrière ta feuille. Enfin voilà, les enfants vont découvrir par eux-mêmes comment être efficace quand on expose quelque chose à l'oral. On va aussi encourager, donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec les débats philo, le débat justement. L'idée c'est pas que l'adulte vienne imposer une vue préconçue et qui vienne de son autorité soi-disant supérieure, c'est que les enfants puissent construire par eux-mêmes leur esprit critique, leur capacité de jugement, écouter les idées des autres, peut-être changer d'avis en fonction des idées, peut-être nuancer leurs propos, exposer leurs propos. Donc voilà, écouter, respecter la parole de l'autre aussi. Accepter qu'on n'a pas tous le même avis et que dans quasiment 100% des cas en philosophie, il n'y a pas d'idées fausses et d'idées justes. Donc voilà. On a aussi ce qu'on appelle les sessions de poésie. Donc c'est le fait que les enfants choisissent une poésie qui leur plaît, l'apprennent et la récitent. Alors c'est quelque chose qui est très important à la fois pour la capacité de s'exprimer, de proposer quelque chose aux autres à l'oral, pour porter la voix, pour mettre le ton, pour animer un texte, le mettre en vie, pour la beauté de l'écrit et de la poésie, pour la source d'inspiration que ça peut être pour eux-mêmes écrire des poésies, mais aussi, j'ai perdu ma dernière idée. Ah, mais aussi, bah évidemment, aussi pour le travail de la mémoire qui doit être entraîné pour pouvoir être efficace. Si on n'apprend jamais des textes par cœur, ou peu importe, hein, des choses par cœur, même des choses complètement inutiles, la mémoire va être beaucoup plus difficilement accessible, le fonctionnement de la mémoire. Mais voilà, ça se travaille et c'est quelque chose de très malléable et de tout à fait à portée de tous, parce qu'on peut commencer avec des petites poésies et de plus en plus longues. Et ça apporte vraiment une grande satisfaction aux enfants de pouvoir réciter un poème entier. C'est très satisfaisant pour eux, c'est très valorisant et c'est une grande fierté et un grand accomplissement. Et puis il y a aussi le théâtre, donc on encourage les enfants à produire une petite pièce de théâtre. Alors
pas quelque chose qu'on impose et on va dresser les enfants pour qu'ils fassent leur petit spectacle de fin d'année. C'est vraiment pas l'idée. Le but, c'est de pouvoir permettre aux enfants qui en ont envie de prendre une place dans une pièce, dans un projet collectif, et de pouvoir continuer ce travail, de oser s'exprimer, oser prendre la parole devant les autres, oser mettre en voix un texte, en apprécier la beauté, apprécier son propre jeu, apprécier son propre rythme de voix, à bien placer sa voix pour maintenir l'attention des spectateurs et manipuler le langage parce qu'ils ne sont pas obligés de prendre une pièce déjà existante, ils peuvent créer leur propre pièce. Donc ça nourrit leur créativité, leur imagination, leur esprit d'équipe parce qu'en général ce sont des projets collectifs et leur estime d'eux aussi. Il n'y a pas... En fait, ce qu'on essaye de faire comprendre aux enfants, c'est que rien n'est réservé à une élite cultivée, tout est accessible à tout le monde. Et que c'est pas parce qu'on est un enfant, qu'on ne connaît pas les grands auteurs de tragédie grecque ou peu importe, qu'on n'a jamais fait de théâtre. Mais c'est pas grave, on peut quand même écrire une pièce de théâtre. Et tant pis, elle sera peut-être pas avec des effets spéciaux de fou, avec 1000 personnes qui viennent nous voir. Mais en fait, l'intérêt, c'est surtout de sortir quelque chose de nous-mêmes, de produire quelque chose de beau, qui nous intéresse, qui nous élève, qui élève notre esprit et qui nous fait grandir, tout simplement. Et ça, toutes ces compétences langagières de langage oral, encore plus que le langage écrit, sont des compétences indispensables pour s'en sortir avec aisance dans la vie. Voilà, l'aisance à l'oral, c'est quand même une grosse aide dans la vie, même si on peut réussir sans. Mais disons que ça permet dans plein de situations de se sentir beaucoup plus à l'aise que quelqu'un qui manquerait cruellement de vocabulaire ou qui ne saurait pas du tout comment exposer ses idées, les synthétiser, les formuler à haute voix pour être compréhensible et entendable. Et enfin, le 5e point, c'est la littérature. Donc la littérature, on la pratique très, très jeune avec les enfants et de façon assez naturelle. Tout le monde lit des livres, des albums, parfois des poésies à ses enfants. C'est quelque chose qu'il faut continuer à faire. Lire énormément aux enfants, mais aussi leur permettre de lire des choses variées. Donc les albums pour enfants sont fantastiques, il y en a des géniaux, avec des très belles illustrations en plus qui font des ponts vers l'art. Enfin, ça peut être des mines, vraiment la littérature jeunesse aujourd'hui est richissime, à condition de ne pas rester dans des livres bébés pour les enfants, qui les gardent dans un univers fantastique, pas très stimulant, avec des histoires peu complexes, avec peu de personnages et des choses très plates. Mais pour vos enfants, quand vous leur lisez à voix haute, et c'est ce qu'on fait en classe, n'hésitez pas à leur lire des livres qui sont pour des enfants 3 ans, qui auraient 3 ans de plus qu'eux. Donc si votre enfant a 7 ans, n'hésitez pas à lui lire des livres qui sont faits pour des enfants de 10 ans. Alors, faut pas qu'il y ait de violence ou des choses insoutenables pour lui, évidemment, mais en termes de complexité du vocabulaire, de la syntaxe, allez-y, au contraire, c'est comme ça qu'il va pouvoir accéder à la littérature. Ça peut être alterné avec des choses plus légères, plus faciles d'accès, mais proposez-leur aussi des choses. Lire Bilbo le Hobbit à un enfant de 7-8 ans, c'est tout à fait approprié. C'est hyper stimulant pour lui, c'est un moment où son imagination est capable parfaitement de faire la différence entre la réalité et la fiction, et où il va pouvoir utiliser sa capacité d'imagination pour explorer ces mondes merveilleux et aussi notre monde à nous. Donc c'est pas gênant du tout. Le vocabulaire qu'il ne comprend pas, on peut lui expliquer, soit en l'aidant à aller chercher dans le dictionnaire de temps en temps, mais il ne faut pas que ça devienne systématique, sinon ça peut le décourager. Expliquez-lui simplement les mots qu'il ne comprend pas. Voilà. Et dans sa petite bibliothèque personnelle, nous dans la classe, dans la bibliothèque de la classe, on a des livres de toutes sortes, donc il y a des... on va l'enrichir aussi parce que pour l'instant elle est débutante, mais il faut trouver des documentaires, des encyclopédies, des livres de poésie, des livres autobiographiques, des romans épistolaires, des livres fantastiques, des non-fictions, plein de choses différentes qui permettent à l'enfant d'appréhender toute la diversité littéraire qu'on peut trouver.
En plus de ça, dans une classe Montessori, nous utilisons beaucoup la littérature pour illustrer les exemples d'orthographe, de grammaire, de syntaxe. Ça va permettre aux enfants de découvrir. Donc par exemple, si des enfants sont en train de travailler sur l'adjectif, on va leur proposer d'aller chercher leur livre préféré, de trouver une phrase dans leur livre, dans ce livre, et dans cette phrase ou dans ce paragraphe, de repérer les adjectifs, les noms, les déterminants. Donc voilà, c'est ou d'analyser une phrase, de trouver le prédicat, le sujet, le complément dans une phrase d'un livre qu'ils aiment beaucoup. Voilà. Et ça leur permet aussi de se créer une culture d'auteurs, d'avoir des auteurs qu'ils adorent, d'autres qu'ils ne connaissent pas mais qu'ils ont envie de découvrir parce que d'autres enfants ont fait une petite fiche de lecture sur cet auteur. Donc c'est vraiment d'entretenir cette culture de la littérature et cette variété dans la proposition littéraire. Parce que tous les enfants n'aimeront peut-être pas les romans, mais il y en a peut-être qui adoreront une autobiographie ou une enquête policière ou je ne sais pas, ou de la poésie. Enfin voilà, il faut vraiment pas se limiter à un seul type de littérature. La littérature est aussi un excellent support pour aborder donc justement des choses transversales comme les mathématiques, la géométrie, l'histoire, la musique. Il y a beaucoup de livres qui traitent de ces différents domaines sous forme de romans, sous forme d'aventures, sous forme de documentaires ou sous forme de poésie. Donc il y a vraiment matière à aller explorer d'autres domaines à travers la littérature ou vice-versa. Les ponts peuvent se faire vraiment dans toutes les directions. Et notamment l'histoire. Il y a beaucoup de livres qui parlent de moments historiques et ce sont des histoires dans l'histoire et c'est quelque chose de très enthousiasmant pour les enfants aussi. Voilà, ainsi s'achève ma longue dissertation sur le langage, comment on l'exploite en Montessori. Donc, c'est ce que moi j'ai appris durant mes formations et à travers mes quelques années d'expérience. Ce n'est pas une vérité absolue. Si d'autres parents, si vous n'êtes pas d'accord, évidemment vous avez le droit. Je n'ai pas non plus la prétention de donner des leçons. Voilà, c'est simplement ce qu'on a constaté qui fonctionne, qui enthousiasme les enfants et même si au début ça peut vous paraître un peu fou d'imaginer que les enfants vont s'enthousiasmer pour l'analyse de phrases, ben, je vous assure que ça peut marcher. Et ça fait plus de 100 ans aujourd'hui que Maria Montessori l'a théorisé et que des centaines, des milliers, je ne sais pas, d'éducateurs et d'éducatrices l'ont constaté à travers la planète avec des enfants de différentes époques, de différents milieux sociaux, de différents pays, de différentes cultures, de différentes religions. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez universel. Donc voilà pourquoi je voulais vous le partager, pour que vous compreniez mieux ce qui se passe en classe. Après, n'hésitez pas à continuer à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et gardez bien à l'esprit que tout ça n'est pas linéaire, on va pas faire toutes ces choses les unes après les autres, mais tout ça va se mélanger, va se nourrir, toutes ces notions vont se nourrir les unes les autres. Et que ce n'est pas parce que vous avez le cousin ou le copain qui a déjà vu telle notion en CE2 alors que votre enfant qui a l'âge du CE2 ne l'a pas fait, c'est pas grave en fait. On n'est pas dans la même temporalité, on n'est pas dans la même organisation. Et je suis convaincue, et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler en classe Montessori, je suis convaincue qu'il vaut mieux voir moins de choses, mais le voir avec intérêt, avec passion, avec curiosité, que de gober tout cru des dizaines et des dizaines de notions pour n'en retenir au final rien. Donc voilà, c'est mon avis. Je serais ravie d'échanger si d'autres parents ont d'autres avis. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on propose dans la classe et c'est ce qu'on nous apprend en formation et c'est ce qui fonctionne dans plein de classes Montessori dans le monde. Donc j'ai hâte de faire toutes ces découvertes avec vos enfants. J'espère que ça vous a appris des choses et que vous y voyez plus clair.